Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus écouter nos résultats de recherche, donc cette recherche collective menée sur les formes de mobilisation collective face à l'économie de plateforme. Donc face à tout ce qui vient d'être raconté par Bernard et par Baptiste, eh bien, les travailleurs de plateforme ont réagi de deux façons. En se mobilisant collectivement, soit dans le cadre du syndicalisme, en menant dans des actions syndicales, en se syndicalisant, en créant des organisations particulières, etc., et en revendiquant la qualité de salariés dans le cadre du... soit en expérimentant une forme alternative d'organisation qui est la coopération. Et c'est de ceci dont je vais vous parler. Je voudrais ici raconter comment les travailleurs de plateformes qui quittent les plateformes pour s'organiser sous forme de coopérative, eh bien, vont faire le pari de trouver dans la coopération un moyen d'associer emploi décent et transition écologique. Alors, tout d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que ces expérimentations coopératives ont été soutenues en France par une organisation syndicale qui est la CGT, et qui y voit là aussi une voie de sortie et une voie d'expérimentation qui permettent de montrer vers quel horizon aller. Donc ça, c'est quand même assez important. Par ailleurs, ces expérimentations coopératives se rattachent à un mouvement, on va dire, international, d'utopie réelle, qui est le coopératisme de plateforme. Ce que je voudrais dire ici aussi, c'est que nous avons eu une approche sectorielle donc de la livraison de marchandises à domicile. Et donc, nous avons fait des enquêtes de terrain auprès de coopératives créées par des dissidents des plateformes, si je puis dire, des résistants aux plateformes, mais existaient déjà dans le secteur de la livraison de marchandises à vélo des coopératives qui avaient été créées avant l'arrivée des plateformes, s'inspirant du reste d'expériences menées ici à Montréal. Et donc, ces coopératives de livraison de marchandises sont issues en fait de deux mouvements, celui de la résistance aux plateformes et celui de l'expérimentation au travers de l'économie sociale et solidaire. Alors, quelles sont les conditions quand même juridiques pour que le travail dans une coopérative soit un travail décent? Eh bien, nous allons ici vous montrer que il y a des conditions juridiques préalables à cela qui doivent être réunies. Parce que ce n'est pas parce qu'il s'agit d'une coopérative qu'on est nécessairement, automatiquement et de manière garantie dans le cadre d'un travail décent. Et ensuite, dans un deuxième temps, je vais vous montrer en fait comment les travailleurs de ces coopératives se sont appropriés cette forme d'organisation pour aller vers un travail décent. Alors, quelles sont les conditions juridiques préalables? La question qu'on se pose, c'est est-ce que le coopérateur est un travailleur comme les autres? Si on regarde le théoricien de l'économie sociale en France, Charles Gide, qui a eu une chaire au Collège de France, qui était très proche de Albert Thomas, le premier directeur du BIT, eh bien Charles Gide estimait que l'indépendance était un des grands buts de l'économie sociale. Je le cite, « Être considéré comme un progrès, tout ce qui est favorable au statut de producteur indépendant, qui peut gagner sa vie sans employer de salarié et sans l'être lui-même. » Alors, cette prémisse théorique eh bien, ne s'est pas traduite juridiquement de la même manière dans tous les États. Dans certains États, le statut de travailleur salarié, donc l'application du droit du travail, a été intégré dans le phénomène coopératif et donc associé au droit coopératif. C'est le cas de la France. Mais il existe de nombreux pays dans lesquels, en fait, on prend au pied de la lettre, en quelque sorte, la parole de Gide pour considérer que le travailleur coopérateur est un travailleur particulier. Il peut être indépendant, mais il peut avoir un statut sui generis également, qui soit décidé, conçu par la coopérative ad hoc. Et donc, on peut avoir une sorte de variation des statuts d'emploi dans les coopératives. Alors, évidemment, le fait que dans certains pays, il n'y ait pas l'imposition de l'application du droit du travail et de la sécurité sociale, eh bien, ce sont des brèches ouvertes
pour des phénomènes qui donnent lieu à des actions judiciaires et qui sont des phénomènes de fausses coopératives et de détournement, en fait, de la législation du travail et du droit coopératif à des fins d'exploitation des travailleurs. Et on a une affaire très célèbre en Italie qui a donné lieu donc à une décision devant le tribunal de Milan en 2020 où des travailleurs migrants, c'était coopérative donc fomentée par Uber, des travailleurs migrants sans papier, avaient été organisés en coopérative en fait pour servir les intérêts de Uber. Et ceci donc a donné lieu à une condamnation au pénal. Alors face à cela, eh bien l'OIT fait des préconisations. Première préconisation dans la recommandation 193 de 2002 sur la promotion des coopératives, l'OIT attire l'attention sur le fait qu'il serait nécessaire que le droit du travail soit appliqué dans toutes les entreprises, y compris les entreprises coopératives. L'OIT également a dans sa recommandation, dans une étude d'ensemble sur la recommandation 198 relative à la relation de travail, qui était donc le rapport émis par le comité des experts en 2020, soumis à la conférence internationale de juin 2020, les experts mettent en garde contre le recours frauduleux aux coopératives. Et si on s'intéresse à la dernière actualité de l'OIT, qui a adopté à la dernière conférence internationale la résolution sur le travail décent et l'économie sociale et solidaire, ici encore, l'OIT rappelle que le respect, la promotion et la mise en œuvre des principes et droits fondamentaux au travail concernent tous les types d'entités de l'économie sociale et solidaire, dont les coopératives, et donc il est nécessaire de lutter contre les pseudo-entités de l'ESS et d'éviter qu'elles ne contournent la législation du travail et n'enfreignent ainsi les droits des travailleurs. Ça veut donc dire que pour avoir des conditions favorables à un travail décent, il faut à la fois qu'il y ait application du droit du travail et qu'il y ait dans le droit coopératif un principe sur lequel on ne reviendra pas ici, bien sûr, qui est le principe de révision coopérative en cas de non-respect des principes coopératifs. Alors, comment est-ce que, en France, en tout cas, les travailleurs dissidents des plateformes se sont appropriés cette forme alternative d'organisation qu'est la coopérative? Eh bien, d'abord, dans les statuts qu'ils ont créés de ces coopératives, statuts qui ont été très largement élaborés avec l'assistance de l'organisation CGT, par exemple, et auquel j'ai participé, eh bien, on voit que dans les préambules des statuts, les travailleurs veulent établir un lien entre le travail et la société. Ainsi, il y a un engagement à ce que l'activité de livraison de marchandises s'inscrive dans une démarche environnementale pour réduire des émissions polluantes en milieu urbain dans le domaine de la logistique et du transport non motorisé. Ainsi, les fondateurs s'engagent à avoir une conscience, je cite, et un objet écologique dans la pratique, notamment dans la gestion du dernier kilomètre. Dans ces mêmes statuts, il y a un ensemble de valeurs qui sont affichées de manière expresse du point de vue social, et donc on peut dire qu'il y a un engagement pour un modèle social dans ces coopératives. Par exemple, un but affiché et express est celui de vouloir représenter, je cite, une alternative à l'ubérisation du monde du travail, notamment par l'amélioration des conditions de travail, l'application du droit du travail, l'obtention de droits nouveaux, portables et cumulables, le bénéfice de la protection sociale, la participation à son financement par les contributions et cotisations sociales, bref, un contre-modèle social à celui des plateformes. Deuxième but affiché dans ces statuts, c'est la volonté de se réapproprier le travail, de lui donner un sens et une valeur. Et ici, il s'agit clairement de réaliser la promesse non tenue des plateformes capitalistes, selon laquelle chaque travailleur est acteur et décideur de l'organisation du travail et de son contenu. Je cite, « Étant une coopérative, la recherche du profit économique est subordonnée à l'émancipation des salariés. Les travailleurs des coopératives ne sont pas mis en concurrence les uns avec les autres, ni avec les salariés des coopératives ayant le même objet. » Troisième type de but, l'engagement sur la participation à la gestion de la société coopérative. Quatrième but, en réaction aux pratiques subies de management algorithmique dans les plateformes capitalistes, il est stipulé dans les statuts que l'utilisation du numérique doit être au service des salariés et d'un modèle social de progrès, à l'inverse des plateformes numériques qui l'utilisent pour précariser et faire pression sur les travailleurs. Donc, vous voyez, on a
dans les statuts une écriture, en fait, à la fois d'un modèle social, d'un contre-modèle social aux plateformes et d'un lien établi entre travail et société. Alors, peut-être que le temps passe assez rapidement. Ce qu'il est important également de voir, c'est que dans le cadre de ces expérimentations coopératives, il y a à la fois la mobilisation d'un droit social et d'un droit coopératif pour un meilleur travail. Alors, du point de vue du droit du travail, c'est la qualité de salarié, donc à l'origine d'un contrat de travail, qui va être source des droits et des avantages que procure ce statut du fait de la loi et de l'application d'une convention collective de travail étendue, qui est la convention collective du transport. Et puis, du côté du droit coopératif, la qualité d'associé, en fait, est ce qui fonde la démocratie économique et sociale dans une coopérative. C'est ça qui permet donc à chaque travailleur eh bien, d'utiliser le principe « un homme, une voix » pour participer à toutes les décisions. Et ceci est considéré, selon les entretiens que nous avons pu avoir et les observations menées, comme un avantage de premier ordre. Participer à la décision sur les conditions de travail est vraiment quelque chose de précieux, d'aussi important que celui de bénéficier de l'application entière du droit social. Et donc, par exemple, j'ai assisté à une discussion à l'Assemblée générale des travailleurs ayant le statut d'associé et de travailleurs ne l'ayant pas du reste, au terme d'un bilan de gestion annuel avec un solde positif conséquent. Que fait-on de ce solde positif et de ses bénéfices? Est-ce que nous les versons pour augmenter les salaires ou bien est-ce que nous maintenons les salaires identiques mais nous réduisons la durée du travail? Il a été choisi à la majorité de réduire la durée hebdomadaire de travail afin de faciliter et d'organiser le repos de ces travailleurs, puisque c'est une activité physique extrêmement fatigante, extrêmement usante, du même type que l'activité d'un sportif de très haut niveau ou de danseur, par exemple, avec donc des usures musculaires, articulaires extrêmement importantes. Voilà. Donc, voilà l'exemple de l'usage, en fait, et du bon usage de la qualité d'associé qui donne droit de participer directement à des décisions ayant un impact direct sur les conditions de travail. Alors, cette double qualité, en fait, c'est un curseur pour un meilleur travail, mais c'est un curseur aussi qui permet, face à des difficultés économiques, et ça Louis T l'a relevé dans la résolution sur le travail décent et l'économie sociale et solidaire, face à des difficultés économiques, face à des crises économiques et ou financières, eh bien, les travailleurs, parce qu'ils sont les sociétaires de leur entreprise, contrairement aux actionnaires et à ce qui peut se passer dans une entreprise capitaliste, sont capables de prendre des décisions pour résister et prendre des mesures pour éviter la catastrophe de l'entreprise, donc la fermeture ou la réduction des emplois. Alors, on pourrait aussi, et ça a été évoqué dans certains écrits, peut-être que Mathieu en parlera, on peut aussi penser que cette double qualité eh bien, peut être une source d'auto-exploitation, ou en tout cas un fondement ou la justification d'auto-exploitation, et peut-être être à la source de conditions de travail pires, voire de chute aux enfers, et d'être dans des situations comparables à ce qu'on peut trouver dans des plateformes. En réalité, le fait que, en droit français en tout cas, le droit du travail s'implique dans son entièreté, eh bien, il n'est pas possible de descendre en deçà des dispositions impératives en matière de salaire, en matière de durée du travail, en matière de congés payés, etc. Et donc, l'applicabilité du droit du travail est un garde-fou, une garantie contre cette possible auto-exploitation que pourrait entraîner l'usage de la double qualité. Alors, avec ces expérimentations coopérativistes, en fait, eh bien, qu'est-ce qu'ont trouvé ces travailleurs? Eh bien, ils ont trouvé une démocratie, une pratique de démocratie économique et sociale dans l'entreprise, et ils ont été également
bénéficient, jouissent de ce qu'on pourrait considérer une citoyenneté sociale pleine et entière, et ils ont retrouvé leur dignité et dans l'emploi et dans la société. Dans l'emploi, une dignité de travailleur avec un ensemble de droits sociaux, une sécurisation des revenus, une prévisibilité des revenus, et donc c'est la fin de la peur du lendemain, de la peur de ne pas avoir de revenus qu'on peut trouver donc dans le cadre du statut de travailleur indépendant dans les plateformes. Je vous remercie.